Droit d'écoute, un podcast sur des sujets de société pour donner la parole à vous qui les vivez. Alors, on va passer au second symptôme. Il y en a trois que vous énonciez, qui sont effectivement les trois principaux. Deuxième symptôme, c'est celui d'un trouble de l'attention, de troubles de l'attention en général, et exposition aux écrans. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce lien ? Alors, les enfants qui arrivent en petite section, n'ont pas l'habitude de se concentrer, par exemple, sur un petit imagier. Parce qu'ils ne l'ont pas fait avec leurs parents. Sur un livre d'images. Voilà, sur un livre d'images. C'est aussi tout un apprentissage pour l'enfant, et ça se fait avec le parent qui pointe l'image, qui va donner le nom de l'objet qui est représenté. Et donc ça, c'est tout un apprentissage sur des mois. En regardant l'image et l'enfant. Voilà. Et donc le regard du parent qui se pose sur l'image, qui pointe, l'enfant qui fait la même chose. Quand il s'agite un peu, on lui dit mais regarde. Enfin bon, on réattire son attention. Donc tout ça, ça se fait pendant entre 0 et 2-3 ans, enfin tous les jours, quoi. Donc les enfants, en fait, quand ils n'ont pas cet apprentissage là, quand ils sont beaucoup devant les écrans, ils ont l'habitude de beaucoup s'agiter, de passer d'une chose à une autre. Parce qu'il n'y a pas une personne pour recentrer leur attention. Voilà, c'est exactement ça. Il n'y a personne pour recentrer leur attention. Et ils ont l'habitude aussi d'être très attirés par les flashs lumineux de l'écran, par des images qui passent très très vite. Et donc en fait, il faut toujours qu'ils soient surexcités par des images ou des bruits, de la musique, et ils n'ont pas cette attention qui vient vraiment de l'intérieur en fait. Après, il y a aussi des enfants qui sont moins touchés. Ce sont des enfants un petit peu plus grands qui n'ont pas été hyper surexposés quand ils étaient tout bébés, mais qui donc passent tout de même beaucoup de temps devant la télévision ou les jeux vidéo. Et là, c'est tout le drame des garçons de 7-8 ans qui deviennent, mais même dès la première fois où on leur donne un jeu vidéo, ils vont devenir complètement accros. Alors je dis pas addicts, c'est pas tout de suite, mais ils deviennent complètement accros aux jeux vidéo. C'est-à-dire, ça se manifeste de quelle façon ? Eh bien, ils ne pensent qu'à ça. Comme une obsession ? Voilà, comme une obsession. Il joue, alors dans les cours de récréation, il rejoue les personnages des jeux vidéo de guerre. Donc là, vous pensez surtout à des jeux vidéo de tir, des FPS, des jeux de tir à la première personne, pas des jeux d'imagination où c'est les jeux les plus joués donc par les ados, la tranche. Voilà. Donc la grosse catastrophe, c'est le jeu de Fortnite qui a été conçu vraiment pour devenir pour rendre les enfants accros dès les premières fois. Et là, les garçons donc font des crises épouvantables. Alors, je me souviens, Catherine Vidal, vous m'aviez raconté comme ça une anecdote d'enfants devenir accros, on peut dire addicts, et les effets catastrophique. On en a tous plusieurs, mais la vôtre était particulièrement intéressante. Est-ce que vous pourriez le raconter ? Oui, alors ce sont deux garçons qui étaient au CM1 et vraiment des garçons dans un très bon milieu. Les parents étaient médecins. Et ils jouaient en ligne à Fortnite le soir avec leurs copains. Et ils étaient régulièrement battus parce que les parents avaient bien voulu acheter parce que le jeu est gratuit au début, mais après, si vous voulez être performant et avoir des chances de gagner, il faut acheter des uniformes, acheter des armes. Et donc, les parents, très rapidement, se rendent compte que ça va leur coûter tout de même une fortune. Donc les parents avaient commencé à dire non, on veut plus payer tout ça. Et les deux garçons se sont mis à perdre. Et dans la cour de récréation, ils étaient harcelés par les gagnants
parce que c'était des losers. Donc on leur faisait porter le cartable toute la journée, laper dans une flaque d'eau. Enfin bon, ça se transformait par du harcèlement en cours de récréation. Et ils le vivaient très très mal. Donc ils ont fini par tous les deux par se dire que la vie ne valait vraiment pas la peine d'être vécue. Si on ne pouvait pas continuer à jouer à Fortnite et avoir des chances de gagner. Et donc, il y en a un qui a fait une petite provision de médicaments et ils ont pris tous ces médicaments, heureusement, sur le temps de cantine. Et ils sont tombés la tête dans leur assiette, ils ont été transportés aux urgences. Et heureusement, ça s'est bien terminé pour eux. Et c'est après, quand ils ont été interrogés, qu'ils ont dit, nous, on voulait plus vivre parce qu'on ne pouvait plus jouer à Fortnite. Est-ce que vous connaissez la suite pour ces enfants? Est-ce que les parents, finalement, se sont dit il vaut mieux céder et lui donner chaque jour sa somme d'argent pour acheter des armes, etc. Ou alors est-ce que ça s'est arrêté là? Non, ça s'est arrêté là. Oui. Parce que c'est bien ça le plus difficile, c'est la question avec des jeunes adolescents comme ça, du sevrage. Tout à l'heure, vous aviez parlé de jeunes enfants pour lesquels les règles, ce sont les parents qui les mettent en place, vous allez les discuter avec eux, on reviendra tout à l'heure sur ces règles. Comment on fait avec un ado qui est accro à Fortnite, qui à 12 ans parfois a déjà une taille est un peu aussi grand que la maman et présente des signes de sevrage souvent inquiétants, c'est-à-dire d'intolérance très grave. Parfois, certains peuvent aller jusqu'à donner des coups, se donner ou en donner à d'autres. Comment on fait ? Alors moi, je ne m'occupe que des enfants jusqu'à 12 ans, je dirais heureusement peut-être pour moi. Mes collègues qui sont dans le second degré, par contre, s'occupent de ces élèves qui, quand ils sont trop accros, ne vont même plus en cours. Donc ce sont des jours et des jours d'absentéisme. C'est-à-dire que pour vous, il y a un lien entre, parce qu'on parle aussi beaucoup d'une augmentation de l'absentéisme scolaire. Est-ce que vous pensez qu'il y a un lien ? Il y a un lien direct. Il y a un lien direct. Ce sont des jeunes, souvent ça se passe vers la 4e. Ils ont commencé à jouer aux jeux vidéo, mais pas de manière énorme quand ils étaient en CE1, CE2. Ils ont augmenté petit à petit. Ils arrivent au collège en 4e avec l'adolescence. Ils deviennent complètement addicts. Et là, ils jouent toute la nuit en ligne. Le matin, ils ne peuvent pas se lever pour aller en cours. Donc, c'est 10 jours d'absentéisme, 20, 25, conseils de discipline. Voilà. Et ce sont des enfants qui, intelligents, bons élèves, terminent sans solution au niveau secondaire. Il y en a de plus en plus, c'est une véritable catastrophe. Donc là, vos collègues, est-ce qu'elles ont des idées ? Comment faire ? Parce que c'est effectivement une forme assez dramatique. Quand on en arrive là, c'est vraiment dramatique. Parce que, comme vous dites, l'enfant, c'est un jeune ado. Quand il fait des crises, c'est pas des crises de petits. Donc il peut insulter, frapper, menacer de se suicider, menacer de fuguer. Et les parents ne savent plus comment faire. Enfin, la vie est infernale, quoi. Donc, je crois qu'il faut qu'ils se fassent aider par vraiment des centres comme, par exemple, la Pléiade. J'ai vu que les centres qui s'occupaient énormément avant, et même exclusivement avant, des adolescents drogués, alcooliques. Des autres types d'addiction. Voilà. Maintenant, ils font quasiment que de l'addiction aux jeux vidéo. Ils sont passés de 10%, il y a quelques années c'était 10% les jeux vidéo, et maintenant c'est 90% de la population. Donc pour vous, ça passe au fond par une délégation au centre de santé qui vont spécialiser, se centrer sur ce nouveau type d'addiction comportementale. Oui, dans les cas les plus graves, sinon essayer
Enfin, est-ce que de manière plus générale, parfois, ça vous arrive de penser que la question même du jeu vidéo, de l'âge d'accès aux jeux vidéo devrait être posée? Ah oui, absolument. Moi, je vois constamment des enfants qui ont accès à des jeux vidéo qui sont pour les plus de 12 ans, les plus de 16 ans, les plus de 18 ans. Oui, mais là, par exemple, en ce qui concerne Fortnite, c'est un jeu, si je ne me trompe pas, qui est à partir de 12 ans. Oui. Et on a beaucoup d'enfants qui tombent dans des addictions qui commencent qu'à 12 ans, hein, pas avant, mais qui tombent à 12 ans, 13 ans, 14 ans dans des mécanismes d'addiction qui conduisent à du décrochage scolaire, des troubles graves du comportement dont vous avez parlé. Comment faire avec cela? Est-ce que ça suffit, des centres de santé spécialisés? Je pense qu'il faut ne jamais donner ce type de jeu qui a été entièrement construit pour rendre les enfants addicts. C'est-à-dire, c'est pas de leur faute. On donne pas une drogue, on donne pas un verre de whisky à un enfant à 12 ans. On ne donne pas Fortnite non plus. D'accord, donc là vous êtes en train de dire que finalement les parents ne sont pas responsables de ça, ils ont besoin simplement d'être informés et vous êtes en train de dire qu'on devrait, ces jeux-là, en raison de leur caractère addictif, devraient être interdits à des mineurs? Ah oui, enfin pour moi oui. Donc pour vous, il faut aller plus loin finalement qu'un message de prévention ou une attitude de soins des institutions de santé, mais il faudrait aussi une législation? Absolument, oui, moi je suis pour la prévention, pour que tous les parents sachent réellement ce qu'ils donnent à leur enfant, parce qu'ils ne le savent pas toujours. Bien sûr, parce qu'ils n'avaient pas ces jeux-là alors, quand ils étaient enfants eux-mêmes. C'est ça, en plus ils n'ont pas conscience de la nocivité de ces jeux. Leur enfant, bien entendu, parce que à Fortnite, tous les enfants, pas tous les enfants heureusement, mais beaucoup de garçons, ils jouent dès le CE1, CE2. Donc j'imagine même pas ce que ce sera quand ils arriveront au collège. Et donc ils disent à leurs parents, mais tous mes copains ils jouent, je veux jouer aussi. Enfin bon, et les parents qui veulent toujours faire plaisir à leurs enfants, parce que c'est ça part d'une bonne intention. Ils veulent faire plaisir, donc ils achètent. Le copain, il joue à ça, donc on voit pas le mal. Et connaissance de la nocivité, puisque si ils ne savent pas ça. Le plus grand nombre y joue, pourquoi voilà. Exactement. Et on veut pas que son enfant soit différent des autres, se sente. C'est comme l'histoire du smartphone à partir de la 6e. Les parents mettent ça comme limite, donner un téléphone à leur enfant quand il arrive en 6e. Mais c'est une aberration aussi. Ou alors on donne un petit un téléphone, mais qui n'est pas relié à Internet. Voilà, parce que à partir de ce moment-là, l'enfant, il a accès à toute la nocivité d'Internet. On va parler des contenus avec la question du comportement. Je voudrais juste terminer sur cette question de l'attention. Bon, vous avez fait le lien au départ entre troubles de l'attention et exposition aux écrans et à des contenus excitants. Ensuite, vous avez montré comment cet accrochage au contenu pouvait verser dans une addiction. Mais vous n'avez pas parlé d'un autre aspect de ces troubles de l'attention en montrant leur lien avec le développement de l'intelligence. Je me souviens d'un compte-rendu que vous m'aviez fait passer concernant, vous faites passer en tant que psychologue scolaire régulièrement des tests d'intelligence et vous m'aviez fait passer un compte-rendu tout à fait intéressant et poignant d'un enfant que vous aviez évalué avec une intelligence supérieure lorsqu'il était jeune, je crois 6-7 ans, et puis que vous avez réévalué quelques années plus tard avec un quotient intellectuel qui avait chuté, et entre-temps, le changement qui s'était passé dans la vie de cet enfant, c'était une exposition massive, continue à des jeux vidéo. Et pour vous, il y avait un lien très clair entre les deux. Est-ce que vous pourriez raconter cette histoire? Oui, donc c'était un garçon, alors classiquement c'est le garçon de 8-9 ans qui baisse dans ses résultats scolaires, qui ne s'intéresse plus du tout à ce qui est fait en classe, qui ne pense qu'aux jeux vidéo qu'il va pouvoir continuer à faire le soir. Alors,
quand on fait passer un test d'intelligence, qu'est-ce qu'on évalue? On évalue les connaissances de l'enfant, la culture générale. Cette culture générale, il va la puiser dans ce qui est fait à l'école, mais aussi dans les conversations qu'il a avec ses parents, dans les livres qu'il va pouvoir lire. Quand il est complètement centré sur les jeux vidéo, il n'a plus cette culture, cette richesse. Hein. L'attention et la concentration, c'est ce qui sert. Ça, c'est complètement laminé par l'abus d'écran, hein, par la surexposition aux écrans. Donc l'attention et la concentration, ça sert à apprendre des choses. On ne peut rien apprendre en classe si on a toujours l'esprit ailleurs, si on n'est pas capable de rester quelques secondes sur un exercice, voilà. Donc ça, c'est évalué aussi dans les tests d'intelligence. C'est ce qu'on évalue en faisant passer, en évaluant la mémoire de travail, les capacités d'attention, de concentration et mémoire de travail. Et ça, on voit que c'est toujours extrêmement faible quand les enfants sont surexposés, et notamment quand ils jouent énormément aux jeux vidéo. Et pourtant, il me semble qu'il y a un certain nombre d'émissions consacrées aux effets des écrans sur les enfants, qui parlent des effets toxiques des écrans sur les tout-petits, mais qui finissent toujours par trouver quelques effets, voire plusieurs effets positifs des jeux vidéo sur l'intelligence. Oui, vous avez dû en voir comme moi, ça a dû vous faire tiquer. Vous voulez me mettre dans une rage folle? Non, je veux que vous puissiez éclairer justement les auditeurs et montrer là où est le subterfuge. Oui, mais je pense que l'intérêt économique prime sur la santé des enfants. Il y a aussi beaucoup de personnes qui ont intérêt à glorifier ce type de jeu pour recevoir des subventions, pour mener des recherches, ou voilà. Il y a des conflits d'intérêts. Hein. Le lobby du numérique, on sait que ça rapporte des milliards dans le monde chaque année. Je crois même que c'est plus que le pétrole, plus que l'automobile. Donc l'intérêt économique est énorme. Et je pense que la santé des enfants, leur scolarité, leur développement intellectuel, c'est peu de choses par rapport à ces intérêts. Et que on veut bien sacrifier, alors quand je dis on, c'est global, sacrifier un certain pourcentage d'enfants, les plus fragiles, ceux qui ont des parents qui ne vont pas être suffisamment alertés, ou enfin voilà. Et je ne veux pas culpabiliser les parents parce que j'en rencontre énormément et bon, ils sont pas toujours conscients de ce qui se passe. Eh bien voilà, on veut bien sacrifier ces enfants-là pour faire du profit. Et on a vu, là, il y a, enfin j'ai vu un document, enfin bon, donc une recherche américaine qui montre bien que chez les blancs bien éduqués, l'exposition aux écrans baisse, que par contre chez les Afro-américains, ça augmente mais d'une manière exponentielle, et chez les latinos aussi. Donc on voit bien qu'il y a une couche de population qui a accès à l'information, qui sait très bien que c'est très nocif et qui de plus en plus élèvent leurs enfants sans aucun écran. Et moi, je les vois, ça de plus en plus, que je n'avais pas avant. C'est-à-dire, il y a des familles, maintenant, c'est 0 écran pendant toute la semaine. Comme si le message d'information, de prévention, la possibilité d'accès à l'information de ces familles avait eu un effet direct. Et au fond, ce qui manque aux autres familles, c'est une information éclairée, sans conflit d'intérêt. Oui, c'est ça. C'est un accès à d'autres sources d'information que des sources de propagande, on va dire. Oui, et quand on voit certaines émissions qui sont passées dernièrement, en septembre, octobre,
des émissions où des reportages étaient très bien faits, alertaient vraiment sur la nocivité de la surexposition aux écrans chez les jeunes enfants. Et quand on voyait les intervenants ensuite qui faisaient vraiment l'apologie de tous les apports soi-disant bénéfiques de ces jeux vidéo pour que les enfants apprennent mieux, ne soient plus concentrés. Oui, vous pouvez parler d'émissions où il y aurait eu un documentaire d'abord, informatif, éclairant, et ensuite sur le plateau des experts, experts écrans qui viendraient contrecarrer ce qui a été dit. Oui, c'est ça ? Exactement. Alors, est-ce que ces experts, ça vous gênerait de les nommer ou d'expliquer qui ils sont ? Comment on repère que ce sont des pseudo-experts ? On les repère parce que ils sont complètement favorables aux écrans. Ils sont toujours en train de relativiser les expériences ou bien ce que les psychologues ou les pédiatres, enfin ce qui remonte un peu à la manière des climato-sceptiques alors, ou de voilà, ces experts exactement. du doute ils sèment le doute. Il n'y a pas beaucoup d'études, alors qu'il y a des études, il y en a des milliers internationales. Michel Desmurger en a répertorié, je crois, 1500. Enfin, il y en a sans arrêt des études. Eux disent qu'il n'y a pas d'études, qu'il y en aura dans 5 ans. Donc la stratégie, c'est une stratégie de gagner du temps, un peu comme on l'a vu pour le climat, comme on l'a vu avec les cigarettes, comme on l'a vu avec le vin. Donc une stratégie qui est éprouvée et qui fonctionne finalement. Oui. Et ça fonctionne parce que ça sème le doute, ça relativise. Mais Catherine Vidal, finalement, vous êtes en train de dire là quelque chose. Vous êtes psychologue de l'éducation nationale, payée par l'éducation nationale, pour évaluer de façon régulière l'intelligence de nos élèves, et vous faites un lien très clair entre atteinte de l'intelligence, trouble de l'intelligence, donc le langage, l'attention, la mémoire, et exposition aux écrans. Alors, de quel œil, comment jugez-vous l'introduction des écrans, du numérique dans l'éducation nationale, qui est quand même là le mot d'ordre depuis quelques années. Avec le confinement, ça s'est encore renforcé. Comment vous pouvez vous situer par rapport à ça ? Vous imaginez bien que je suis relativement consternée. Pour moi, l'école, c'est encore 6 heures par jour pour les enfants, 6 heures sans écran, avec des récréations où ils peuvent jouer, courir, jouer avec les autres, lire, apprendre à écrire. Pendant 6 heures, ils ont une vie qui se rapproche d'une vie d'enfant. Et pour les plus exposés, ils ne sont finalement exposés que quand ils retournent dans leur famille. Donc il y avait une certaine limitation. Depuis, alors c'est pas dans toutes les écoles, heureusement, c'est pas encore généralisé, mais on voit bien qu'avec en plus les problèmes de confinement, ça s'est beaucoup accéléré. C'est-à-dire que on pense que le numérique va venir à bout de tous les problèmes pédagogiques, les problèmes. Mais est-ce que vous n'êtes pas, et c'est souvent l'argument des défenseurs du numérique, en train de confondre numérique récréatif, écran récréatif et écran éducatif ? Non, parce que pour moi... Parce que ça n'est pas à Fortnite, normalement, que les élèves jouent quand ils ont accès à un logiciel en classe, enfin un ordinateur. Oui, mais c'est apprendre... Quand vous mettez une tablette dans les mains d'enfants de maternelle... l'enfant, il va tout de suite adorer manipuler la tablette. Et en plus, ça cautionne l'outil. C'est-à-dire que les parents qui voient que l'éducation nationale donne une tablette à leur enfant, ils ne peuvent pas penser que c'est mauvais. Oui, ils sont ensuite à court d'arguments. Voilà. Ils se disent, si à l'école, l'enfant, on lui apprend à utiliser une tablette, c'est que c'est un bon outil. Et pourquoi c'est pas bien d'apprendre en maternelle, Catherine Vidal ? Pour moi, l'enfant de maternelle, il a besoin de manipuler de véritables objets, il a besoin de jouer avec les autres, il a besoin d'écrire, de dessiner, de peindre, et il n'a pas besoin de manipuler une tablette. Donc en fait, c'est un effet de privation que vous racontez là, c'est le fait d'être
avec ces écrans, le prive d'autres expériences qui sont cruciales pour son développement? Oui, et puis ça l'habitue dès le plus jeune âge à utiliser ces tablettes. Il y a des enfants qui n'en ont pas dans leur milieu familial, donc ils vont en réclamer parce qu'on sait bien que l'outil est addictif en lui-même. Si vous donnez un puzzle à un enfant, il va pas vous faire une crise de nerfs quand vous allez lui retirer son puzzle. Si l'enfant joue avec des Legos et que le soir vous lui dites d'aller se coucher, vous mettez la caisse de Lego sous votre lit, il va pas venir en pleine nuit chercher la caisse de Lego pour continuer à jouer avec des Legos. Par contre, il viendra vous chipper votre smartphone dans votre sac quand vous dormirez. C'est là où on voit l'aspect addictif. Voilà. Et ce ne sont pas des jouets, ce ne sont pas des objets comme les autres. Ce sont des objets qui ont une potentialité d'addiction absolument énorme. Vous donnez il y a des enfants qui sont de grands lecteurs. J'ai un directeur d'école. Il a des enfants qui lisent énormément. Mais il me dit, si je leur dis, tu préfères lire un livre ou utiliser la tablette, systématiquement, ces enfants iront vers la tablette. Et pourtant, ce sont de très bons lecteurs. Ils adorent lire. Et donc, il doit mettre des règles. Parce que sinon, ces enfants qui sont passés même au collège maintenant, seraient constamment sur les écrans. Alors justement, vous proposez même la transition. Quelles sont ces règles nécessaires à mettre en place pour les enfants? Est-ce que ces règles doivent être les mêmes quel que soit l'âge de l'enfant, ou bien est-ce qu'il faut faire des différences? Expliquez-nous. Oui, alors, moi je ne suis pas du tout anti-écran, pas du tout. J'ai un smartphone, je regarde la télévision, j'adore regarder des séries, voilà. Les adultes, leur cerveau est terminé. Les écrans ne vont pas nous faire le même effet qu'aux enfants. Donc pour moi, un bébé, ça doit être élevé sans écran. Et on est bébé jusqu'à quel âge? Et on est bébé jusqu'à 3 ans. Voilà. Parce que c'est le moment où l'enfant découvre le monde, où il construit son intelligence, où il doit être complètement en interaction avec ses parents, avec son milieu. Il va apprendre à parler, il va apprendre à se concentrer, il va apprendre à gérer ses émotions. Et il va apprendre aussi à être curieux, à aller vers des choses nouvelles. Donc, jusqu'à 3 ans, un enfant ne doit pas être élevé avec des écrans. Et les parents doivent se rendre disponibles pour lui. Parce que les parents, de plus en plus aussi, utilisent leur smartphone quand ils ont le bébé dans les bras, quand ils le nourrissent ou quand ils s'en occupent. Et ça, on sait que ça va interférer énormément dans la relation parent-enfant. Donc le parent doit se rendre disponible. Il faut aussi qu'il se discipline. Quand vous donnez le biberon à votre bébé, votre smartphone, vous le mettez ailleurs. Et vous ne répondez pas toutes les 30 secondes à un SMS, une notification sur Facebook, vous ne mettez pas à jour votre profil. Vous êtes complètement avec votre enfant, vous le regardez dans les yeux, vous lui parlez, vous répondez à ses arreux. C'est dans ces interactions-là que l'enfant se développe. Donc jusqu'à 3 ans, un enfant doit avoir un parent disponible et doit être absolument sans écran. À partir de 3 ans, il peut commencer à regarder des petits dessins animés très courts et de bonne qualité. De bonne qualité, c'est quoi? Par exemple, un petit ours brun, un petit Walt Disney, voilà. Dans la journée, alors il y a aussi des moments, il y a pas que le contenu, il y a aussi, et puis le temps. Le temps, c'est pas plus d'une demi-heure à partir de 3 ans. Et il y a aussi des moments. Et donc ça, Madame Duflo, tout de même, on vous doit la méthode des 4 pas, qui est une excellente méthode parce qu'elle est vraiment simple à mettre en place pour les familles. Et donc moi, je l'utilise tous les jours.
c'est pas d'écran le matin, parce qu'il faut pas que l'enfant épuise sa concentration volontaire le matin, donc pas le matin. Il y a d'autres choses à faire le matin pour s'occuper. Pas pendant les repas, parce que c'est pendant les repas que les parents et les enfants peuvent parler, échanger. Donc voilà, pas pendant le repas. Pas dans la chambre. Jamais d'écran dans la chambre. Et c'est le problème des écrans nomades, justement. Donc pas de télévision, pas de tablette, pas le vieux smartphone de maman recyclé. Pas de jeux vidéo non plus. Et puis pas avant de dormir, pour que le sommeil soit de bonne qualité, puisqu'on sait très bien que le cerveau a besoin de se reposer, que le sommeil soit de bonne qualité. Donc il faut que les enfants dorment beaucoup. Ça, pendant l'école élémentaire, pas plus d'une demi-heure ou 1 heure maximum. S'il n'y a pas du tout d'écran pendant la semaine d'école, c'est encore mieux. Un petit peu le week-end. Et donc là, les enfants se développent très bien. Il n'y a aucun problème. Et moi, je rajouterais attention aux jeux vidéo. Si vous pouviez, en tant que parent, ne pas donner de jeux vidéo, surtout à vos garçons déjà un peu surexcités. Jusqu'à quel âge alors? À partir de quel âge les jeux vidéo? Pas de jeux vidéo. Pas de jeux vidéo, d'accord. Pas de jeux vidéo. Bien sûr, donc vous faites partie des nombreuses praticiennes, j'en fais partie, qui ont observé vraiment une espèce de lien direct, d'effet direct entre troubles du comportement, agitation très grande de l'enfant et ces jeux.